Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief assez rapide du Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. Grand Prix cycliste de Marseille, arrivé au stade de Vélodrome pour cette course. Pourquoi ça va être un débrief assez rapide et je vais pas faire un top et flop classique? Parce que c'est la première course de la saison, donc vraiment le premier jour de course. Autant j'aurais peut-être fait un top et flop traditionnel s'il y avait eu le Down Under, et j'aurais certainement parlé du Down Under avant, mais on est au mois de janvier, donc ce que je vais dire, il faut le prendre vraiment avec énormément de pincettes, parce que nous sommes qu'au mois de janvier. Enfin là, la course était au mois de janvier, aujourd'hui nous sommes en février. Grosso modo, c'est juste des interrogations que j'ai ou des bonnes réflexions, enfin des choses que j'ai vues qui m'ont intéressé, dont je vais parler aujourd'hui. Je rappelle le Grand Prix cycliste de la Marseillaise du côté du parcours. On commence à Marseille, on passe par le col de l'Espigoulier, le plateau de la Sainte-Baume, bien entendu la Ciotat, route des Crêtes, et le col de la Gineste, en sachant que la route des Crêtes est à 25 bornes de l'arrivée, le col de la Gineste c'est vraiment à 15 bornes de l'arrivée. Donc c'est vraiment pas très loin de la fin. Rappelez également que cette année, le parcours s'est agrandi d'une trentaine de kilomètres, donc on a 171 km. Avant c'était 140, c'était vraiment une course pas forcément très intéressante. Maintenant avec 171 km, c'est une vraie semi-classique, on va dire. C'est une vraie épreuve de début de saison intéressante. Surtout que on avait quand même au départ des mecs comme Herrada, Galopin, Trentin, Boissonhagen, Fedeli Pasqualone, Jonathan Hiver, Brian Cocard surtout, Anto Marchi. Donc voilà, il y avait quand même Philippe Gilbert, Degenkolb, il y avait un beau plateau. Et ça s'est fini au sprint avec la victoire d'Aurélien Paré-Peintre. Oui, j'ai bien dit, ça s'est fini au sprint avec la victoire d'Aurélien Paré-Peintre, qui nous a fait le petit coup de filou. C'est-à-dire qu'on a eu un sprint sur une ligne droite en vent de face. Qu'est-ce que je dis toujours quand il y a vent de face? Il faut jamais déclencher le premier. Il faut passer en injection. C'est comme ça qu'on passe, ou à l'aspiration, si on prend des termes de Formule 1, c'est-à-dire il faut se mettre en deuxième, troisième rideau, et ensuite les coureurs de devant vont vous faire un mur de protection qui va vous permettre de prendre de la vitesse. Eux, ils vont taper contre le vent de face. Vous n'allez pas taper contre le vent de face, car ils vont vous protéger, et ensuite vous les décalez à 75-50 mètres de l'arrivée. C'est totalement ce qu'a fait Aurélien Paré-Peintre, et dans un peloton d'une trentaine de coureurs, où il n'y avait pas forcément de grands sprinteurs, enfin il y avait des bons sprinteurs, mais il n'y avait pas les plus grands non plus. Il n'y avait pas Nasser Bouhanni, vous n'avez pas Arnaud Démare. Même un Paré-Peintre, il est capable de gagner ce type de course, surtout quand il y a beaucoup de vent de face et que c'est la première course de l'année. Donc très belle performance d'Aurélien Paré-Peintre, donc qui rajoute une bonne pointe de vitesse à ses capacités physiques, et ce qui me ferait même réfléchir au fait que est-ce que aller sur les générales des grands tours est forcément une bonne idée pour un Aurélien Paré-Peintre? Est-ce que aller sur les classiques ne serait pas également très intéressant quand on a une pointe de vitesse comme ça? Ça veut dire qu'on a du punch, surtout qu'on l'a vu également à l'attaque. C'était dans le col de la Gineste. Non, c'était le col d'avant. C'est la route des Crêtes où il est à l'attaque. Il a attaqué le col de la Gineste en tête, avec une petite avance de 5-10 secondes dans la descente du col des Crêtes. Donc ça veut dire qu'il descend pas mal. Sur le col des Crêtes, il faut le faire en descente. Également qu'il a une belle capacité de récupération, d'endurance, parce qu'il a réussi à faire deux gros efforts en 25 km, en moins de 25 km. Donc belle performance d'Aurélien Paré-Peintre, en 4 heures qui s'impose, et belle victoire, parce que c'est un peu une victoire c'est quand même une victoire de prestige, le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, une course qui est toujours un petit peu suivie. Donc pour les fans de cyclisme, c'est toujours bien de s'imposer sur cette course. Deuxième, Thomas Bouda qui a été... il manquait un peu de personnel à Thomas Bouda dans le final. Il a été lancé par Maxime Bouet, qui fait... Oui, il n'y avait plus que Maxime Bouet dans ce groupe-là, et Amaury Capio. Et Anthony Delaplace. Mais il manquait un petit peu de monde parce qu'il avait qu'un coureur devant lui, donc
pense que c'était soit Maury Capio, soit Anthony Delaplace. Il n'a pas été en lancé parfaitement. Il est un peu gêné par un mouvement de Brian Cocard à un moment. Donc c'est dommage. Après, c'est intéressant pour Thomas Bouda. C'est un coureur qui est très prometteur. Il vient de la piste comme Brian Cocard. Un peu comme Brian Cocard, on avait misé beaucoup d'espoir en lui chez Total Direct Energy. Au final, bon, comme ces dernières années, Total Direct Energy, ça a un petit peu merdé pour Thomas Bouda, qui a décidé de rejoindre Arkea Samsic. Et là, on peut dire que c'est un bon choix quand même, parce qu'on lui a laissé les clés du camion. Je pense que c'est un sprinter qui est assez complémentaire avec Nasser Boigny. C'est-à-dire que Nasser Boigny, c'est un sprinter qui est très très bon sur le plat. Après, dès que ça grimpe un peu, Nasser Boigny est un petit peu plus en difficulté, alors que Thomas Bouda, c'est là vraiment où il devient très performant, c'est quand il y a des sprints un peu difficiles. Parce que c'est un sprinter quand même qui est pas très grand, du souvenir que j'ai, je peux regarder même sur Pro Cycling Stats, qui passe très très bien les côtes. Voilà, donc un peu moins bien qu'un Brian Cocard, mais on voit que quand il est en forme, il passe aussi bien de Brian Cocard. Brian Cocard, oui, parce qu'il fait qu'un mètre 75, Thomas Bouda. Bien ce que je me disais, qui a quand même remporté Cholet Pays de Loire, le circuit de Wallonie, ce qui est quand même pas si mal. Et donc là, le deuxième du Grand Prix, la Marseillaise, qui est pas mal également. Brian Cocard, je l'ai pas senti en très très grande forme. Alors, il a passé les difficultés, mais c'est dans le col de la Gineste où il était un moment un peu mal placé, on sentait qu'il avait besoin de récupérer, de reprendre son souffle. C'est tout à fait normal de reprendre son souffle. On est au mois de janvier. On est en tout début de saison. Mais voilà, Brian Cocard, il avait par contre été bien emmené. Ce que je reproche souvent à B&B Hotel, c'est d'être une équipe qui souvent subissait dans les courses où il y avait pas mal de monde. Et là, ils ont décidé de prendre en main la course. Donc c'est bien. Et Brian Cocard a plutôt été bien emmené. Il a peut-être été lâché un peu tôt. Par contre, ça c'est toujours le problème avec le vent de face. On a tendance à lâcher son sprinter un peu tôt. Mais je trouve que le travail a été fait et plutôt bien fait. Francisco Galvan, 4e de l'équipe Kern Pharma. Ça me fait toujours marrer, moi, une équipe qui est sponsorisée par une entreprise pharmaceutique. Quand on sait que le cyclisme a toujours eu du mal à un moment avec le dopage, toujours surpris le nom de cette équipe. C'est plutôt un bon résultat pour eux. Ils avaient déjà pas mal commencé avec la Classica Comunità de Valenciana, dont j'avais pas parlé, mais qui était vraiment la première course européenne de la saison, mais qui était sur un parcours de moins de 100 km. Et surtout, j'avais pas regardé la course. C'est difficile de parler d'une course que je n'ai pas vue. Ouais, ils ont plutôt fait du bon travail sur le sprint, même s'il était seul en plus. Hein, il s'est démerdé seul. Je pense qu'il a dû prendre la route Cocard. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres coureurs qui étaient dans cette échappée. Ensuite, on retrouve alors, il y a Ariane Livin de Bingals, puis Tim Wellens, qui a été vraiment un grand animateur de cette course. Tim Wellens, qu'on a beaucoup vu, qui attaquait dans la dernière ligne droite, mais qui avait attaqué dans le col des Crêtes, dans le col de la Gineste. Il a vraiment fait, encore une fois, 40 derniers kilomètres, vraiment fort, même si pas toujours très intelligent quand même, Tim Wellens. C'est un peu un truc que que je pourrais lui reprocher, c'est que c'est un coureur qui est physiquement au top, mais tactiquement des fois il y aura des trucs à redire, et là encore il en a un peu trop fait dans le col de la Gineste, je pense, parce que très clairement le col de la Gineste c'est pas assez pentu pour faire la différence. Et puis ensuite Matteo Trentin, dommage, Matteo Trentin, il a changé d'équipe, je rappelle qu'il a rejoint UAE. Il avait peu de main d'œuvre dans le final, il se retrouve bien placé à 4 km de l'arrivée, 4-5 km de l'arrivée, et puis ensuite il voit qu'il est trop tôt, en fait, qu'il est trop devant dans le peloton, après avoir fait une belle descente du col de la Gineste aussi. On sait qu'il est pas mal descendu, c'est un pas mauvais descendeur, Matteo Trentin, mais voilà, il se retrouve un peu trop devant en tête. Et donc ensuite, pour lancer son sprint, je pense qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. Lilian Calmejane, oui, 8, c'est pas mal pour Calmejane, qui a été un peu gêné dans son sprint par le coureur de Bingoal. Et en plus, c'était un sprint, donc c'est pas forcément le meilleur là-dessus. Ensuite, Julien Ferres, Aude Christian Hiking, qui a également été un grand animateur de cette course, le coureur d'Intermarché, ou Anti Gobert, comme Tim Wellens. Les coureurs qui ont été un petit peu décevants maintenant. Déjà la Total Direct Energy, parce que Boissonhagen n'est que 19e. Alors sur un sprint où il y avait que 26 coureurs, ça fait un peu mauvais genre. Et surtout,
il y avait quand même de la main-d'œuvre. Alors, il y avait Boissonhagen, il y avait Vuillermoz, ils font quasiment la même place. Il y avait Anthony Turgis. C'est quand même bizarre qu'Anthony Turgis fasse une meilleure place que Edvald Boissonhagen. Là encore, la stratégie Total Direct Energy, il va falloir des fois m'expliquer. Et puis ils étaient très présents. Ils ont attaqué dans le col de la Ginesse, mais j'ai l'impression qu'ils ont toujours été à contre-temps. Donc assez formidable dans cette équipe, qu'ils n'ont jamais réussi à avoir le bon timing pour faire les attaques. Et là encore, une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez agréablement surpris par les transferts qu'ils ont réalisés et qui ont beaucoup d'attentes. Moi, j'ai pas beaucoup d'attentes parce que je me dis c'est bien d'avoir des coureurs, ça serait mieux d'avoir une équipe de directeurs sportifs haut niveau derrière. Les coureurs qui ont été décevants, John de Geltgolb, Philippe Gilbert, mais Philippe Gilbert est jamais très bon sur ses premiers jours de course normalement. C'est un petit peu une habitude. Je sais qu'il a parfois besoin de 3-4 jours avant de vraiment être performant. Diego Rosa aussi qui est pas dans le peloton de tête, c'est un petit peu dommageable. Pierre Latour 63e, on peut attendre quand même mieux d'un Pierre Latour. Et puis celui qui m'a vraiment déçu, c'est Chris Lawless qui finit 108e. Chris Lawless, là encore, Team Total Direct Energy. Ça sent pas bon pour lui. Je rappelle juste que normalement c'est un sprinter puncher. Donc c'est un petit peu le parcours idéal pour Chris Lawless. Donc j'espère qu'il va que c'était juste un accident de parcours et qu'il était juste en méforme. Mais ça m'inquiète quand même un petit peu. Et puis Cofidis également qui a été présent dans le final. Alors ils ont beaucoup attaqué, mais leur équipe était pas bien fichue. Il y avait pas c'était quasiment que des grimpeurs et on sait très bien que le Grand Prix de la Marseillaise ça finit quand même souvent au sprint où on peut y avoir des belles performances quand on est sprinter. Donc c'est un petit peu dommageable d'avoir fait cette stratégie là. Et puis belle performance de Julien Alfarès qui finit 9e avec EF Education Nippo. Moi je pense que c'est un bon recrutement du côté de cette équipe. C'est un coureur qui mérite depuis des années d'être en World Team. Alors c'est dommageable que ça arrive plutôt dans sa fin de carrière, mais c'est un coureur qui est très performant sur les classiques, enfin c'est semi-classique, voilà, qui est pas mal dans ce répertoire-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous on se retrouve pour parler de l'étoile de Bessèges. On fera le débrief de cette course, certainement avec des tops et flops. Ça sera donc dimanche ou lundi prochain, je pense plutôt lundi prochain. Allez, ciao ciao sur la Mega Production.